Je savais pas qu'ils étaient très amis, en fait. Ils sont très très proches dans la vie depuis 25 ans. Je pense que ça a servi, en fait. Mais ils avaient jamais joué ensemble dans une fiction, c'est vrai. Can she be late for her Pardonnez-moi d'interrompre un instant la musique, mais nous avons un invité de marque que j'aimerais accueillir comme il se doit. Aujourd'hui, nous accueillons donc le réalisateur Sébastien Bailly. Bonjour Sébastien, comment vous allez déjà ? Bonjour, ben, ça va bien, très bien. Enfin, on est en plein dans la promo du film, donc il se passe beaucoup de choses, beaucoup d'avant-premières, beaucoup d'interviews, comme là, et un peu de fébrilité avant la sortie, ce qui est normal. Ouais. Donc vous parliez de la tournée d'avant-première. Comment elle se passe cette tournée d'avant-première donc pour votre premier long métrage comme une actrice ? Elle se passe très bien. Nous avons été à Marseille, à Montpellier, à Toulouse, à Brive-la-Gaillarde, à Périgueux, à Sarlat, mais aussi à Tours. Et nous allons continuer puisque dans les jours qui viennent, nous serons à Bordeaux, à La Rochelle, à Charleville-Mézières, à Lyon, à Colmar, à Compiègne, etc. Et ça se passe très bien puisque à chaque fois il y a du monde qui a la curiosité de découvrir le film et puis nous avons de très beaux retours des spectateurs. Il y a, je crois, une certaine émotion devant le film. Ça doit faire plaisir, surtout pour un premier long métrage comme ça. D'ailleurs, avant de revenir en profondeur sur ce projet, j'aimerais qu'on regarde un petit peu plus votre filmographie antérieure, et notamment donc vos 3 courts-métrages, Douce en 2011, Où je mets ma pudeur en 2013 et Une histoire de France en 2015. Vous avez d'ailleurs été nommé au César du meilleur court-métrage pour ce dernier. Comment ça se fait qu'il y a eu autant de temps entre ces premiers films et votre premier long métrage ? Oh, parce que le système français fait que on met du temps à faire confiance dans un scénario et particulièrement, j'ai l'impression, quand comme mon scénario, c'est un scénario qui est un peu un mélange de genres, c'est-à-dire du fantastique, de la comédie dramatique. Il y a ouais, il y a pas une grande habitude en fait dans le cinéma français sur ce mélange des genres ou sur le genre fantastique. Donc il y a une certaine appréhension qui fait que on met beaucoup de temps en fait à trouver le budget nécessaire. C'est un classique hein, pour les premiers films en particulier, c'est souvent très long. Donc il a fallu prendre son mal en patience. Mais bon, voilà. Là aujourd'hui, le film est fait. J'en suis heureux. J'espère juste que ça ira un peu plus vite pour les projets futurs. Ouais. Alors, quelle a été donc la genèse de ce long métrage comme une actrice ? Vous êtes parti de quoi ? De ce point de départ de vouloir faire un film fantastique ? Il y avait l'idée de film fantastique dès le départ. En fait, il y avait l'envie de parler des débuts des histoires, en fait, des débuts des histoires d'amour. C'est-à-dire ce moment où qu'on pourrait aimer, en tout cas retrouver quand on a terminé une histoire, c'est-à-dire retrouver les débuts, retrouver les moments de découverte, les premières discussions, les premiers instants qui sont toujours assez incroyables. Et l'idée, c'est j'étais à la fin d'une histoire et je me disais, eh bien que d'autres hommes auraient la chance de rencontrer cette fille-là et je les enviais et je me disais, j'aimerais tellement être à la place de l'un d'eux, c'est-à-dire finalement sans le passif quoi, Ouais. pouvoir à nouveau rencontrer cette fille-là et et avoir la chance de revivre ça, mais sauf que c'est pas possible. Et je me suis dit mais tiens, il y a peut-être quand même un endroit où c'est possible, c'est au cinéma. Si on décide qu'on va voir une certaine Madame Peng dans une arrière-boutique à Belleville à Paris et qu'elle vous donne des petites gouttes à prendre, peut-être que vous pouvez prendre l'apparence d'autres personnes. Donc il y avait ça, et puis il y avait aussi l'envie de traiter un personnage de la cinquantaine. Ouais.
personnage qui approche la cinquantaine, et particulièrement une femme, et encore plus une actrice, puisque les injonctions faites aux femmes à l'approche de la cinquantaine, et parfois, hélas, même déjà bien avant, où elles doivent être toujours très belles, séduisantes, elles ne doivent pas avoir les marques de l'âge, eh bien, ces injonctions sont encore plus fortes chez une comédienne, en fait. On voudrait d'elles qu'elles soient éternellement jeunes, et c'est vrai que à l'approche de la cinquantaine, on leur propose de moins en moins de rôles. Et dans le meilleur des cas, elles réapparaissent 15, 20 ans plus tard dans des rôles de grand-mère. Ouais. Mais déjà à 50 ans, en fait, souvent, la profession, en tout cas, estime qu'elles ne peuvent plus être dans des rôles de séduction, d'histoire d'amour. Donc j'avais envie de montrer que bah non, parce que dans la réalité, c'est pas tout à fait ça quand même, et qu'il y a des belles choses à faire en fait au niveau des histoires qu'on peut raconter avec des personnages de ces âges-là. Alors cette séduction, elle passe quand même aussi par la transformation dans le long métrage. Oui, alors elle passe par la transformation, certes, mais c'est-à-dire que oui, en effet, elle prend l'apparence physique d'une personne plus jeune qu'elle, parce que souvent un homme près de 50 ans, quand son histoire avec son partenaire soit s'effiloche, soit se termine, a peut-être ce réflexe un peu premier d'aller se tourner vers une jeune femme. Et c'est ironiquement que je le montre en fait. Sauf que à l'intérieur de cette jeune femme, il y a Anna qui a 50 ans. Et en fait, ce qui fait que on va dire ça match tout de suite entre les deux, c'est parce que c'est Anna en fait qui est là juste derrière le masque. Et d'ailleurs, je veux pas tout dévoiler. Oui, Bon. on va pas tout dévoiler, mais j'ai bien compris l'idée. Dans le rôle d'Anna, donc on retrouve Julie Gaillet. C'était une évidence pour vous de caster directement cette actrice? Eh bien, oui, c'était une évidence. J'avais quelques noms, mais j'en avais pas non plus énormément. Je voulais une actrice identifiée du grand public. Et donc, comme on fait toujours, on rencontre plusieurs comédiennes à ce moment-là, au moment où on s'apprête à tourner le film dans quelques mois. Mais quand j'ai rencontré Julie, sincèrement, il m'est apparu comme une évidence, quoi, que elle avait ce personnage en elle, quelque part en elle. Non pas que dans la vie elle soit comme le personnage, pas du tout. Mais je sentais que elle était prête à interpréter ce personnage-là, elle connaissait d'une certaine façon. Ensuite, il restait à faire tout le travail qu'on a fait ensemble, qu'on a fait durant la préparation, c'est-à-dire des lectures, des discussions, des répétitions, trouver comment dire presque la silhouette du personnage, et ça passe d'ailleurs aussi tout simplement par des costumes, par des petites attitudes. Et puis elle avait très envie de le faire, c'est-à-dire que parfois qu'on s'est vu, elle avait lu le scénario, et elle avait extrêmement envie de le faire. Donc c'est vraiment la rencontre des deux qui fait que à l'issue du rendez-vous, j'ai pas hésité. Ouais. Je lui ai pas dit tout de suite, mais en fait j'ai pas hésité parce que j'ai préféré me laisser encore quelques jours de réflexion. Et non, c'était une évidence, et je crois que en effet, elle l'attendait, elle avait envie d'un rôle comme ça. Il y a quelque chose d'intéressant aussi dans votre film, donc on a le personnage d'Anna, et face à elle, finalement, il y a un petit peu celui de Delphine, qui est joué par Agathe Bonitzer, et j'ai l'impression que c'est vraiment son parfait opposé. D'un côté, on a Delphine qui est jeune, châtain, elle travaille dans l'ombre en étant journaliste, et puis de l'autre côté, on a Anna qui est plus âgée, blonde, mais qui, elle, exposée en tant que comédienne. Est-ce que vous voulez travailler sur cette opposition? C'est très juste. Ouais, il y avait ça. C'est-à-dire que pour Anna, en fait, elle croise cette jeune femme qui drague un peu, en fait, son ex-mari, et je crois qu'elle se dit, il faut que je prenne pratiquement quelqu'un d'un peu lambda. Peut-être que finalement, vivre avec une actrice, d'ailleurs, elle le dit à un moment dans le film, plutôt que de vivre avec une femme, c'est très ironique, mais c'est difficile. Et donc, en effet, je pense qu'elle se dit,
cette jeune femme qui, bon, est un peu banale finalement, peut-être lui plaît d'autant plus parce que elle est banale dans une vie beaucoup plus simple qu'une vie d'actrice. Et en même temps, comme elle va s'emparer d'une certaine façon de ce corps, Anna quand même en fait quelque chose, en fait une Delphine bien à elle, quoi. C'est-à-dire que à travers ce corps, on sent la façon de regarder d'Anna, des intonations, des inflexions de voix, etc. Là, elle en fait quand même un personnage à elle-même, comme font les actrices en fait. Mm. C'est-à-dire que les actrices, elles s'emparent d'un personnage qui est écrit, qui est quand même assez précis, mais elles y mettent toujours quelque chose aussi d'elles. Dans le rôle de l'ex-mari, donc on retrouve Benjamin Biolay. C'était aussi une envie pour vous de faire jouer ce chanteur-acteur. Oui, c'est quelqu'un dont j'admire le travail musical déjà depuis plus de 20 ans, que j'avais toujours trouvé très impressionnant au cinéma par sa présence, qui est une présence assez singulière. C'est-à-dire, il a un côté assez brut et à la fois une part de féminité aussi, une douceur qu'il faut aller chercher aussi, qu'on n'avait peut-être pas suffisamment vu, je trouve, au cinéma, et que j'ai essayé quand même de lui permettre de montrer une fragilité, en tout cas, notamment dans une séquence de séparation, au cinéma. Et en fait, quand j'ai évoqué Benjamin Biolay à Julie Gaillet, je ne savais pas du tout qu'ils se connaissaient très bien dans la vie. Donc Julie m'a dit oui, très bien, pourquoi pas, de façon très neutre. Je savais juste qu'ils avaient travaillé ensemble sur 3 clips de Benjamin et que Benjamin avait composé la musique de Clara et moi, dans lequel Julie jouait. Mais en effet, je savais pas qu'ils étaient très amis en fait. Ils sont très très proches dans la vie depuis 25 ans. Et bon, je pense que ça a servi en fait. Mais ils avaient jamais joué ensemble dans une fiction, c'est vrai. Et ça m'intéressait du coup de les réunir. Je trouvais que c'était 2 personnes qui pouvaient former un couple intéressant. Et je pense que ça leur a servi de se connaître bien pour avoir d'emblée une évidence de quelque chose d'un passé commun, même s'il est hors film, de 25 ans. Et en fait, c'est vrai que ça les a beaucoup aidés, ça les a moins aidés pour des séquences où il y a des confrontations très fortes entre eux. Ouais. Vous apparaissez vous-même aussi dans votre film au tout début dans le rôle d'un réalisateur. C'était logique pour vous de devoir interpréter ce rôle que vous aviez vous-même finalement derrière la caméra? Oui, en fait, j'avais pas vraiment décidé. Ça restait vague au moment de la préparation. Je m'étais dit bon, peut-être que je le ferai. Et en même temps, je me suis dit, ça se trouve en cours de tournage, je vais me dire que non, en fait, je vais être fatigué, débordé par plein de choses. Et puis finalement, c'est une scène qu'on a tournée vers la fin du tournage. Et voilà, ça s'est fait en fait assez naturellement. C'est-à-dire que les jours précédents, l'assistant m'a redemandé est-ce que donc finalement tu prends quelqu'un pour le faire. Je lui dis non, je vais le faire, c'est bon, c'est 3 fois rien. Et puis ça me faisait plaisir, ça m'a amusé aussi d'être de donner la réplique à Julie, d'être avec elle dans le cadre. Voilà, c'était un tournage qui se passait très très bien. Et ouais, j'avais un peu envie de partager ça. Et puis c'était comme c'est une séquence qui est vraiment au tout début du film, c'était aussi presque une façon de passer le relais, enfin, en tout cas de passer le relais à mon actrice et au personnage, et puis pour qu'il emmène ensuite les spectateurs. On va parler un petit peu de la mise en scène et des choix maintenant de votre long métrage. Je trouve qu'il y a un joli travail sur la lumière dans votre film, et notamment dans l'appartement du personnage d'Anna, joué par Julie Gaillet. C'est constamment plongé dans l'obscurité, on a aussi un petit peu une lumière bleue, tout ça. Pourquoi ces choix-là? Oui, tout à fait. L'appartement, en fait, c'est le lieu de vie du couple. C'est ce lieu qui, quand même, aussi porte les traces de 20 ans de vie commune. Ils ont une fille qui est maintenant presque jeune adulte, quoi.
il fallait que, en fait, bon, c'est un appartement, enfin, c'est une petite maison. Quand j'ai fait les repérages, j'ai été assez épaté de trouver cette maison qui, en fait, a une particularité, c'est qu'il n'y a pas de fenêtre. D'accord. Et il y a simplement des ouvertures au plafond Ouais. pour les entrées de lumière. Je me suis dit, ça c'est intéressant parce que ça veut dire qu'on peut quand même faire rentrer beaucoup de lumière au début, mais ça veut dire aussi que c'est quand même une espèce de boîte. C'est une boîte, donc ça peut être pratiquement, ouais, c'est un peu le cercueil du couple. C'est un peu son cercueil juste à elle au bout d'un moment. Et puis on a travaillé on a repeint les murs, on a trouvé une couleur qui vraiment se modifie selon l'intensité de la lumière du chef opérateur et pour créer quelque chose en effet assez mortifère au creux du film. Donc voilà, il fallait que ça accompagne en fait, que le décor accompagne un peu comme dans les romans de Boris Vian, comme ça, où les personnages sont aussi accompagnés dans leur décor par les décors justement, enfin, et qui est quelque chose de, c'est que ça les dépasse et à la fois elle est presque mangée par ce décor-là. Donc je voulais obtenir ça et c'est vrai qu'avec Thomas Favel, le chef opérateur, on a beaucoup travaillé sur des choix de lumière. Moi, je voulais des choix de lumière assez forts. On a travaillé sur des couleurs, des ambiances de couleurs. Vous disiez un bleu très précis, très particulier qu'on a minutieusement choisi. On a fait en sorte de coordonner évidemment les décors et les costumes. Voilà, il y a des couleurs qui accompagnent certains moments, qui disparaissent, qui reviennent. Bah, je trouve que voilà, ça fait partie de la mise en scène, ça fait partie des outils qui sont à ma disposition pour raconter une histoire autrement que par une succession de faits, de dialogues. Et je regrette parfois que dans le cinéma français, on reste un peu de ce côté-là, un peu timide en fait. Et puis, moi, j'apporte un grand soin, et même dans les courts-métrages auparavant, un grand soin à l'image, au cadrage. Ça fait partie de mon boulot. Et je pense qu'il y a un plaisir aussi pour le spectateur, un plaisir des yeux, presque une gourmandise des yeux de voir des beaux plans, des choses fortes. Alors, ça veut pas dire qu'il faut que ça soit joli au sens décoratif. La beauté vient aussi de choses plus impures. La beauté vient de choses parfois aussi plus sombres, plus dramatiques. Mais voilà, mon travail, c'est de faire de la mise en scène. C'est pas juste d'enregistrer des dialogues, enfin des acteurs qui disent des dialogues. Ce que je trouve qu'on a malheureusement trop souvent dans un cinéma français qui, en plus, met beaucoup l'accent sur le réalisme entre guillemets, parce que le réalisme en réalité au cinéma ça n'existe pas, même en documentaire c'est très discutable. Voilà, on a ces outils-là, autant s'en servir. Et bon, pour moi c'est un grand plaisir de composer avec toute la palette qui va évidemment, il part des comédiens toujours, c'est ce qui est le plus important pour moi et c'est ce que j'aime le plus filmer. Mais aussi, bah voilà, la lumière, le son aussi, un énorme travail sur le son en post-prod. Il y a voilà le son, la musique, les costumes, les décors. Enfin voilà, c'est un tout. Bon, on le comprend assez effectivement en voyant votre film. Nous, et du coup, bah, on parlait un petit peu vous parliez de ce côté réalisme dans le cinéma français. C'est vrai que là, avec comme une actrice, bah, on part aussi vers le fantastique, comme vous le disiez en début d'interview, avec donc le personnage de Julie Gaillet qui peut prendre des gouttes et qui lui permet de se transformer. D'un point de vue pratique, avec quel artifice vous avez pu réaliser les séquences de transformation qui, je trouve, sont assez bien réussies. Alors, il y en a de différents types, mais comment vous avez fait pour certaines séquences? En fait, moi, je voulais un fantastique, je dirais, assez simple. Je voulais des transformations, en effet, que je montre directement à l'écran, c'est-à-dire qu'on passe d'un corps à un autre. Mais je voulais éviter un peu la surenchère spectaculaire qu'on aurait pu avoir peut-être dans un film américain. Ouais.
Et j'ai plutôt repensé en fait à ce qui existe depuis les débuts du cinéma, c'est-à-dire on passe d'un plan à un autre. Alors Méliès il faisait ça avec des fondus enchaînés tout bêtement ou des superpositions de pellicules. Bah moi je l'ai fait d'une certaine façon, mais en ayant les outils d'aujourd'hui, c'est-à-dire le numérique, qui permettent de faire absolument tout ce qu'on veut. Mais si on veut utiliser ces outils avec simplicité, et retrouver finalement ce qui fait la magie simple du cinéma, on peut en fait. Avec le numérique, on peut aussi faire des choses qui soient, je dirais, assez, oui, dans la plus grande simplicité. Et ça reste magique. Et moi, je voulais faire ça. Je voulais qu'on retrouve ce plaisir-là, et puis ensuite faire confiance à l'intelligence du spectateur qui a très bien compris que là, dans un plan, on quitte telle actrice. Ouais. Dans le plan suivant, on retrouve telle autre actrice, et en fait, c'est le même personnage qui s'est emparé des deux corps, en fait, pour que le public, le spectateur, il participe aussi, qu'il soit actif. C'est important pour moi de pas prendre le public pour un imbécile en fait. Il est intelligent, il connaît plein de codes narratifs qu'il a intégrés en fait, même sans étudier le cinéma en fait. Le spectateur aujourd'hui, il accepte même des ellipses assez incroyables. Il y a une habitude quoi, donc profitons de ça plutôt que un peu par peur de se dire ah ben non il faut répéter l'information une fois, deux fois, trois fois pour que les gens soient bien sûrs. Non, je crois qu'on peut demander beaucoup plus aux spectateurs sans pour autant faire des films qui pourraient être qualifiés en tout cas d'un télo chiant quoi. Enfin voilà, c'est pas ça l'idée. L'idée c'est de faire confiance aux émotions des spectateurs. J'en suis un aussi, et j'aime bien quand on me prend pas pour un imbécile et qu'on me laisse faire mon parcours dans le film, on me fait confiance, que j'ai aussi un travail entre guillemets à fournir et que je me laisse emporter par les émotions, quoi. Est-ce que vous pouvez nous parler de l'ouverture de votre film et notamment ce très long plan qui se rapproche donc du visage de Julie Gaillet? Ouais, alors l'idée c'est qu'en effet elle est assise dans une loge de maquillage de cinéma. On est en train de la maquiller, de lui poser une perruque. Elle a son texte sous les yeux qu'elle répète. Elle se concentre. On sent que elle descend dans son personnage qu'elle va jouer dans quelques instants. Et l'idée, c'est qu'on est de l'autre côté du miroir de la glace maquillage. Et donc, on a la caméra qui avance en travelling comme ça, très lentement. On se rapproche de son visage. Elle a quasiment, du coup, comme elle regarde son reflet, elle regarde quasiment la caméra. C'est clairement, c'est la note d'intention un petit peu de votre long métrage, ce plan d'ouverture. Ouais, c'est ça. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire que c'était de montrer, en fait, dans ce plan, on montre une transformation, en fait, qui est une transformation quotidienne d'actrice qui va travailler. Donc c'est vrai qu'il y a oui, c'est un peu il y a ce plan-là, il y en a un autre qui suit, qui est le moment où on tourne et où elle joue une scène de rupture, qui est une scène de rupture, je dirais, très classique de cinéma. C'est-à-dire, elle reste très belle à l'écran, très glamour. Elle a juste les larmes aux yeux, mais elle reste, je dirais, ça reste une scène de cinéma, quoi. C'est pas comme dans la vraie vie, quand même. Donc déjà, c'est vrai que dans ces 3-4 premières minutes, en fait, il y a pas mal d'éléments du film qui sont contenus, que le spectateur, je pense, revisitera rétrospectivement et dira, ah oui, c'est un peu un concentré du film, un film en miniature, le film en miniature. Et ouais, je trouve ça intéressant, en fait, déjà de donner, comment dire, un peu, des de donner des pistes sans dévoiler tout, évidemment, parce que les 3-4 premières minutes ne présagent pas du tout de l'histoire, mais ça dit des choses, en fait, sur son personnage, et je pense que ça permet au spectateur de rentrer dans le film tranquillement et avec elle. Est-ce que vous aviez des références filmiques ou autres, même pour ce premier long métrage ?
Ah oui, il y avait des références. Bon bah pour le fantastique, j'avais finalement un fantastique français que malheureusement peu de gens connaissent aujourd'hui, mais qui va de Louis Feuillade, Hmm. donc ça c'est il y a plus d'un Ouais. siècle, à Jacques Tourneur par exemple Hmm. avec, je pourrais en citer d'autres, mais La Féline, qui est un des films les plus connus de Tourneur et qui est un film absolument génial, euh, jusqu'au film de Franju dans les années 70, Hmm. 60, 70. Franju, voilà, j'ai toute une lignée en fait de cinéastes qui ont utilisé le fantastique. Euh, il y a aussi une partie du cinéma français qui a été, on appelait ça le réalisme magique aussi. Donc en fait, on a fait ça en France. On n'a pas fait que des mauvais téléfilms pseudo-réalistes. Voilà. On a aussi eu à un moment l'envie de faire rêver les spectateurs, de leur donner un peu de magie. Donc ça, c'est vrai, c'était mes références. Parmi les autres références, je dirais qu'il y avait, il y a moi j'aime énormément Pedro Almodovar Ouais. euh, pour ce qu'il raconte, hein, et puis pour les Ouais, pour formidables toutes ces histoires films. sur le corps aussi qui est Ouais, intéressant sur chez le lui. corps, ouais, tout à fait. La Piel qui habito, Hmm. par exemple, et bien d'autres. Et puis aussi pour son travail sur les couleurs, qui est extrêmement intéressant, mais en fait qui vient beaucoup du cinéma classique hollywoodien en réalité. Hein. Il n'a pas inventé non plus quelque chose. Hmm. Il était approprié et il l'a fait sien. Et à mon tour, de m'en inspirer et d'en faire quelque chose à moi aussi. Mais euh, il y avait un film que j'aime énormément aussi, hein, qui est un film américain, qui est Two Lovers de James Gray, Ouais. qui était pour moi une référence, notamment dans des cadres, dans certains cadres, et puis dans l'idée que c'est un film très, très romantique en fait, Hmm. même il est aussi très sombre. Donc il y avait cette idée de le vrai romantisme, bon bah il y a des belles choses, il y a des choses plus sombres, plus noires. Et puis l'envie aussi de traiter le film un peu comme un conte. D'accord. Est-ce que vous travaillez déjà sur un nouveau projet? Si oui, vous êtes toujours dans cette veine-là, du coup, d'aller vers du fantastique ou en tout cas de quelque chose de moins terre à terre? Alors, je travaille ouais sur d'autres projets. Alors, il y a un projet qui est très très imprégné de fantastique, tout en étant sur des problématiques proches, c'est-à-dire sur le couple, mais en le traitant très différemment, avec des personnages aussi d'une autre tranche d'âge. Bon, une histoire très différente en réalité, hein, mais où le fantastique a vraiment une place importante. Et puis, je dirais un autre projet qui qui flirte à la lisière du fantastique par moment, mais qui est un film d'époque aussi. D'accord. Donc il y a aussi une sorte de genre, parce que le film d'époque, quelle que soit l'époque, il y a quand même des codes aussi. Et puis un autre projet qui serait plus dans le contemporain et plus proche d'un portrait de femme, comment dire, mais qui aura, enfin là qui jouerait plus sur le, non, qui jouerait plus sur presque le thriller en fait. Mais D'accord. Bon, voilà. bah, Mais les genres, ouais, les genres c'est intéressant. Mais même dans les courts-métrages, c'était pas des courts-métrages fantastiques, mais il y avait toujours, hmm, j'adore ça, moi, quand il y a une une pointe. petite chose Hmm. ouais, voilà, on est à la lisière, on dit que ça peut basculer, ou il y a une étrangeté, en fait, à un moment. Et à l'heure actuelle, où le box-office est très souvent dominé par des blockbusters américains, des comédies populaires, comment on fait pour faire exister un film comme le vôtre? Ah oui, c'est pas facile. Il y a beaucoup de films déjà en ce moment qui sortent, vraiment beaucoup, parce que c'est vrai qu'on est dans la période encore où les distributeurs écoulent tous les films qui ont été un peu gardés sur les Ouais. étagères au moment du Covid, aussi parce qu'après la fréquentation n'était pas très forte. Maintenant, les spectateurs reviennent dans les salles, donc il y a un peu un déferlement. C'est difficile. Comment on fait? Eh bien, d'abord, bah, on va à la rencontre des spectateurs. C'est vrai que là, on fait une tournée, Julie et moi,
dans beaucoup de villes en France. C'est important pour nous d'avoir les retours des spectateurs. Et puis, les spectateurs aussi sont importants parce que c'est eux qui font le bouche à oreille pour n'importe quel film d'ailleurs. Bouche à oreille positif ou négatif hein, d'ailleurs. Mais bah ouais, on compte sur peut-être le beau moment passé par ces spectateurs devant notre film pour en parler à d'autres. C'est souvent quand même les meilleurs ambassadeurs. Ouais, les meilleurs ambassadeurs. Quelqu'un qui dit, voilà, j'ai passé une belle soirée, j'ai été très ému, va voir ça. Bah ouais, ça marche toujours plus qu'une bande-annonce, une affiche dont on sait qu'elle est fabriquée d'une certaine façon. Non, mais c'est vrai que ça va être difficile. Là, il y a et puis mercredi, le jour de la sortie, il y a un film de François Ozon qui sort. C'est toujours un peu un événement. Voilà, il arrive avec un film qui se veut populaire, qui est produit par Gaumont. Donc Gaumont a une puissance, je dirais presque une puissance de feu en fait énorme que nous on n'a pas. Donc on essaye de se singulariser parce que je pense que le film est très singulier tout en étant très accessible en fait au grand public. Je vois, hein, j'ai pas un public de cinéphiles pur et dur en fait qui viennent voir le film. C'est plutôt du grand public en réalité, mais qui, je crois, est content de découvrir quelque chose qui le surprend aussi et qui le cueille par l'émotion. Donc, on fait ce qu'on peut. Julie Gaillet fait de la promotion sur les radios, les télévisions, la presse. On a une excellente attachée de presse qui travaille très bien. Et on a aussi, il faut le dire, une réception plutôt très bonne par la presse. Ce qui aide, évidemment. Ouais, bah oui, bien évidemment. On termine toujours par la même question dans The Cinema Show. Cette question, c'est la suivante. C'est quoi le dernier film au cinéma ou même à la maison qui vous a marqué et que vous aimeriez recommander ? Eh ben, je recommanderais volontiers. Alors, en plus, bon, il a une actualité là, récente au César, mais c'est vraiment un film pour lequel j'étais pas certain de... Enfin, j'y suis allé un peu à reculons, j'avoue. Connaissant les films précédents du réalisateur qui m'avait pas parlé plus que ça, mais là, j'ai vraiment été hypnotisé par Pacifiction. D'accord. D'Albert Serra. Benoît Magimel a reçu un César l'autre jour pour ce film-là. J'avoue que c'est totalement mérité. Il est incroyable dans le film. Et quand je dis oui, le film m'a hypnotisé, quoi. C'est-à-dire que j'ai été vraiment happé par l'étrangeté, par ce côté finalement un peu thriller, très au ralenti, mais dans un décor qui se passe à Tahiti, auquel on s'attend pas, qu'on voit peu au cinéma. Il y a des choses, je trouve, très fortes visuellement, mais aussi émotionnellement. Et ouais, il y a quelque chose qui est rare et qui est du vrai cinéma. Mais c'est vrai que moi, c'était pas certain que ça allait marcher sur moi, honnêtement. Connaissant, voilà, les films précédents d'Albert Serra, je reconnais les qualités de mise en scène, etc. Mais ça me parlait peu. Parfois, ça pouvait même parfois un peu m'ennuyer. Là, j'avoue que je sais pas, ça dure 3 heures, hein, mais il se passe un vrai truc, hein. Bon bah alors bonne surprise et merci pour cette recommandation alors, donc Pacifiction d'Albert Serra. On veut remercier aussi grandement Sébastien Bailly d'avoir participé à ce nouvel épisode de TCS et on vous souhaite donc bon courage pour la vie de votre film en salle comme une actrice. Merci. Can she be late for her cinema show? Cinema show.